rendu à notre troisième et dernier conférencier ce soir. Il s'agit de M. Jean-Marie. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être présent, merci de l'invitation. Je suis toujours ému quand j'assiste à une assemblée citoyenne parce que ce qui m'a amené à entreprendre des études en droit, c'était que je faisais partie d'une bataille d'un comité de citoyens contre un projet de petite centrale privée sur la rivière Batiscan en Mauricie, dans ma rivière natale. Bataille qu'on a gagnée au bout de 4 ans de lutte juridique. Et je vous le souhaite. Donc, dans mes cours, contrairement aux autres conférenciers avant, moi, je prenais juste 5 minutes pour expliquer la procédure d'évaluation environnementale. Donc, c'est un luxe. Ce soir, j'ai 15 minutes. Je vais prendre mon temps. Donc, je vais faire vite, mais je commence par du droit international. Vous allez dire, comment ça se fait du droit international? Mais à Rio de Janeiro, en 1992, il y a eu la plus grande assemblée internationale sur l'environnement, la fameuse déclaration de Rio. Et c'est mon dada, c'est ce que je répète à tout le monde. Et c'est ce qui vous amène ici ce soir, tant les gens du comité que les gens qui sont dans la salle. Ça dit, la meilleure façon de traiter les questions d'environnement, c'est pas rien, là, dans le droit international, d'habitude, c'est un petit langage diplomatique, là, plus ou moins plate. Là, c'est la meilleure façon de traiter les questions d'environnement, c'est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous espériez, c'est ce que vous attendiez, c'est des audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et un accès effectif à des actions judiciaires administratives, notamment des réparations et des recours. Donc, ces trois choses-là, là, vous êtes plongé dedans. Donc, si on vous traite de nom d'oiseau, si des fois, parce que pour avoir participé aussi, des fois, il y a des gens qui, vous vous appuyez sur la plus grande déclaration internationale qui a été faite en droit de l'environnement. La prise de décision. Donc, ça, c'est le BAP. Au Québec, c'est seulement sur certains projets et programmes. Et je vais expliquer très rapidement. Il y a, au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement, la LQE, là, il y a 3 régimes d'autorisation. Donc, dans le cas de Nordvolt, c'est une autorisation ministérielle qu'ils ont obtenue pour débuter les travaux et ils ont déposé au mois de décembre l'autorisation pour construire l'usine. Normalement, tous ces niveaux c'est considéré selon le niveau de risque. Quand le risque est négligeable, c'est prévu par règlement, il y a des projets qu'on n'a pas besoin de demander une autorisation du ministère de l'Environnement. Quand c'est faible, c'est une simple déclaration de conformité du demandeur. Et quand le risque est jugé modéré en vertu du règlement, je vais y revenir, c'est le ministre qui donne l'autorisation. Dans ce cas-ci, malheureusement, c'est le ministre qui a donné pour les travaux initiaux qui sont en cours une autorisation ministérielle et le gouvernement nous dit que c'est le ministre de l'Environnement qui délivrera l'autorisation pour la construction de l'usine. Le dernier niveau, là, la PEI, ça veut dire que c'est la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. C'est ce qui amène des audiences publiques du Bureau d'audience publique en environnement. Ça existe, le BAP, il existe depuis 1978. C'est une création de René Lévesque, du gouvernement de René Lévesque, qui visait à faciliter l'information puis la participation des citoyens sur des projets qui étaient pour être construits dans leur milieu. Et quand on parle de bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est important aussi, c'est pas juste l'environnement, les petits oiseaux et les petites grenouilles, là. La notion large de l'environnement, c'est les enjeux sociaux, c'est le bruit, c'est le trafic, la circulation, les enjeux économiques, est-ce que les crise de logement, qu'est-ce qui va arriver dans la région? C'est des questions légitimes. Le développement durable, c'est l'environnement, le social et l'économie. Donc, ces questions-là que vous en avez posé un certain nombre ce soir, c'est à ça que ça sert la procédure. Et normalement, ça s'applique à des projets qui sont jugés comme étant des impacts majeurs, supérieurs en environnement. Malheureusement, et ça, c'est tiré de mon petit guide citoyen, je n'ai pas de droit d'auteur. Les droits d'auteur ont été versés au Centre québécois de l'environnement, mais c'est le seul livre de droit que j'ai vu dans ma vie où il y a des petits bonhommes, des petits dessins. Et ça, je ne dis pas que les livres de droit sont sans dessin, là, c'est pas ça que je dis.
la tradition. Le promoteur avec le ministre, puis les groupes de citoyens, vous êtes dans une clôture, on ne vous dit pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils vous disent, fiez-nous sur nous, on va appliquer les meilleures normes internationalement connues. Ça fait 200 ans qu'on se fait dire ça, puis regardez l'état de la planète et de nos régions. Donc, pour qu'un projet soit assujetti au BAP, ce n'est pas le ministre de l'Environnement qui, un soir, a une illumination, dit « Ah, moi, je vais faire un BAP ». Non, c'est décidé par un règlement. Il y a un règlement sur l'évaluation environnementale qui détermine, c'est souvent des seuils techniques, que ce type de projet-là, qui est supérieur au seuil, il va devoir faire une étude d'impact. Par exemple, les petites centrales privées, dans mon temps, c'était 10 MW. Toutes les petites centrales qui avaient une puissance supérieure à 10 MW, c'était automatique. Il était pour avoir une étude d'impact, des audiences publiques si demandées par la population. Dans le cas de Nordvolt, c'était l'année passée, l'usine de Nordvolt, c'était prévu que 50 millions de tonnes, 50, devait être assujettie. Il y aurait eu un BAP. Tout le monde pouvait s'imaginer ça. Bon, il paraît qu'il y a eu des petits déjeuners entre temps. Finalement, le gouvernement a modifié le règlement, c'est son pouvoir. Un gouvernement peut changer un règlement, ce n'est pas une loi. Ils changent le règlement, ils ont changé le règlement, et comme par hasard, quand on a annoncé Nordvolt, l'usine n'est plus assujettie à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. On n'a pas d'audience publique. Pas par règlement. Ils ont monté ça à 60 000. Bon, ils ont monté à 60 000. En montant le seuil, Nordvolt, comme par hasard, est tombé en dessous. Il n'y a pas. Par contre, il reste quand même une possibilité, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir, c'est que depuis 2018, la loi a été modifiée, puis on a donné un pouvoir supplémentaire au ministre, ça faisait 30 ans que c'était demandé. C'est le gouvernement peut exceptionnellement, et sur recommandation du ministre, assujettir à la procédure prévue dans la présente section et d'un projet qui n'est pas visé dans le règlement. Donc, comme Nordvolt. Et il y a 3 possibilités. Il y a 3 conditions qui sont prévues dans la loi. Premièrement, et c'est une est suffisante, là, il est d'avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient. Si on est capable de démontrer que les enjeux sont majeurs et que le public se préoccupe, théoriquement, là, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire, le ministre, il peut, en vertu de la loi, là, même en ayant monté les seuils d'assujettissement, là, le ministre, il pourrait, je ne pense pas qu'il va le faire personnellement, mais il pourrait. C'est la job de tout le monde d'essayer de faire en sorte que ça arrive. Deuxième condition, le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d'activité au Québec, c'est exactement ça qu'on a, pour lesquels il est d'avis que les impacts appréhendés sur l'environnement sont majeurs. Donc, à mon avis, les 2 premières conditions, qui juste une, c'est suffisant, sont remplies. La question, c'est de savoir, est-ce que le ministre va utiliser ce pouvoir-là? Pour qu'il l'utilise, il y a l'article construit, le ministre doit, parce que là, l'entreprise, peu importe laquelle, elle a déposé au ministre de l'Environnement une demande d'autorisation. Elle sait, elle, qu'elle n'est pas dans le règlement. Il n'est pas supposé faire d'études d'impact, puis il n'y aura pas d'audience publique. Elle ne se fera pas questionner par la population. Mais le ministre, dans les 3 mois suivant le dépôt d'une demande d'autorisation, comme celle de Nordvolt, il doit informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d'assujettir le projet. Donc, vous avez, parce que c'est 3 mois à partir, la diapositive suivante, si vous allez, il y a un registre public très mal fait là, sur la loi sur la qualité de l'environnement. Nordvolt, là, c'était plus petit pour vous autres, mais ils ont déposé le 22 décembre 2023 une demande pour la construction d'une giga-usine de production de batteries et établissement d'un système de gestion des eaux pluviales Nordvolt 6. Ça, c'est la demande d'autorisation pour l'usine. Celle qui avait été déposée en septembre, qui a été autorisée fin décembre, c'était pour les travaux préparatoires. Celle-là, là, c'est le délai de 3 mois, il est fixé par ça. Si vous voulez obtenir que le ministre exerce un pouvoir qui lui est donné par vertu de la loi, mais qu'il n'y a jamais personne qui a utilisé depuis 2018, mais il existe. Il faut faire des pressions, puis il faut que ça se sache. Parce que, aussi, Nordvolt elle-même, parce que si la diapositive précédente,
Nordvolt aussi pourrait demander au ministre, puis il y a peut-être plus de chances que Nordvolt se sente un moment donné pour la fameuse acceptabilité sociale, de demander d'être assujetti à des audiences, à la procédure, une étude d'impact. Bon, ça reste à voir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ça existe et que c'est légal, c'est prévu dans la loi. Ce n'est pas une invention de Greenpeace, là, c'est dans la loi. Donc, et qu'est-ce que ça pourrait faire, les conséquences concrètes pour les citoyens, puis je vais vite. Donc, si ça arrivait, si le ministre, là, suite à des pressions sociales, des partis politiques, des centrales syndicales, il y a eu des lettres qui ont été envoyées par des grands groupes, des pétitions, etc., sans la soupe chaude, puis il se dit, bon, ben finalement, là, c'est peut-être mieux qu'on fasse une petite pause, une étude d'impact en bonne et due forme, il y aura des audiences publiques, puis de toute façon, un rapport du BAP, c'est juste consultatif. C'est le ministre, c'est le gouvernement qui se garde le pouvoir de décision, puis c'est normal en démocratie. Donc, mais ça, il y aurait une directive qui serait envoyée au promoteur, si jamais on obtenait qu'il y ait l'assujettissement, la portée, l'étendue de l'étude d'impact que celui-ci doit préparer. C'est le promoteur qui prépare l'étude d'impact, mais il y a une consultation qui est prévue depuis 2018 des citoyens, avant même les audiences du BAP, sur le contenu de cette étude d'impact-là. Il y en a qui ont parlé du trafic, de la circulation, de l'eau, de la rivière Richelieu, des milieux humides, des espèces, les préoccupations. Il y a une consultation des citoyens prévue pour que les citoyens puissent s'exprimer. Nous, là, ce sujet-là, on veut qu'il soit étudié. On veut qu'il fasse partie de l'étude d'impact. Encore là, c'est le ministre qui a la décision finale. Il n'est pas obligé de nous écouter tout le temps, mais il ne le fait pas tout le temps non plus. Mais dans la loi, dans la procédure, il y a une consultation de prévue et qu'on serait tous convoqués, vous seriez convoqués pour dire, nous, l'étude d'impact, là, on veut qu'elle traite de tels sujets qui nous préoccupent dans notre communauté. Et si le ministre dit oui, bien, elle fait partie des audiences du BAP qui vont suivre. Parce que quand le ministre juge que l'étude d'impact est réalisée, donc, tout le monde peut demander, et dans ce cas-ci, Nordvolt, c'est sûr qu'il y aura des audiences publiques. Là, ça ne se passera pas en médiation, qui est une possibilité, mais là, ça, c'est une audience publique. Et c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, c'est des gens qui sont pas des fonctionnaires du gouvernement, qui sont indépendants du gouvernement, qui ont la possibilité de faire venir différents experts. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà participé à des audiences du BAP. C'est souvent sur des grands projets d'infrastructure. Dans ce cas-ci, ce serait sur un projet industriel. Donc, ça serait la procédure à suivre. Et là, il y a BAP. C'est mon petit dessin. BAPman, qui apporte des pouvoirs d'information, parce que les questions que vous posez, là, vous les posez, il y avait des gens qui ne pouvaient pas vous répondre parce qu'on n'a pas l'information. Mais là, on aurait l'information dans l'étude d'impact, dans les différents rapports d'experts, donc c'est plus facile d'avoir réponse à ces questions et d'avoir des bonnes réponses, pas de la publicité. Et donc, le BAP, quand il y a une audience publique, ça se passe tout le temps en 2 temps. La première partie, c'est des consultations, c'est au public. Les gens viennent poser des questions, toutes sortes de questions, des pour, des contre, c'est pour les questions. 3 semaines plus tard, c'est une deuxième partie. Là, les gens viennent expliquer leur position. Ils viennent déposer des mémoires. Ils peuvent juste l'envoyer par écrit. Ils peuvent venir l'expliquer au micro. Et tous ces mémoires-là sont lus par des équipes de techniciens spécialisés au sein du Bureau d'audience publique en environnement. Et suite à ça, le BAP a 4 mois au total, c'est vite, 4 mois, on ne parle pas de remettre ça à Mathusalem, pour rendre son rapport, et le rapport est rendu public dans les 15 jours suivants. C'est pas comme, ils n'ont pas obligé de faire une demande d'accès à l'information. Et donc, là, il y a un débat public, les gens peuvent trouver des réponses à leurs questions, et aussi, parce que ça aussi, les promoteurs un peu intelligents le comprennent, amener des points pour améliorer le projet. En termes de bruit, de nuisance, de dire que les camions vont devoir circuler de telle heure à telle heure, le traitement des eaux, il y a toutes sortes de choses. La sagesse, la science citoyenne, ça existe et les gens ont intérêt à s'en servir. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, ça, c'est ce qui arriverait si vous obteniez des audiences du BAP par la méthode là, qui existe depuis 2018, mais qui n'a encore jamais été appliquée. Et là, c'est clair, c'est le gouvernement qui prend la décision, c'est pas le BAP. Là. Fait que je comprends, et je ne veux pas être optimiste là, des mesurements, c'est pas facile, obtenir le pouvoir d'assujettissement extraordinaire que le ministre
le demande, peut-être par Nordvolt elle-même, et après ça, que le gouvernement, admettons un rapport plus ou moins positif du BAP, ça ne garantit pas que le gouvernement n'autorisera pas, lui, puis sans se soucier. Ça s'est déjà vu. Mais il y a un poids politique là, qui pèse, puis Nordvolt, c'est quand même pas un petit projet. Donc, vite, je conclue là-dessus. Il est en bibliothèque, là, mais dans le petit guide citoyen, dans toutes les bonnes bibliothèques, vous allez avoir plus d'informations. Et là-dessus, je vais passer à la période de questions.